Bonjour, bienvenue à l'École de joaillerie de Québec. Mon nom est Karine. Première vidéo du genre sur cette chaîne. Projet de confinement. J'avais envie de vous faire une petite vidéo en direct, non pas de l'école, mais de mon propre loft. On fait avec ce qu'on a. Je voulais vous faire une petite vidéo qui se veut humoristique, divertissante, sans prétention. Vraiment quelque chose pour vous changer les idées, changer votre fil d'actualité. Si c'est moins votre genre de vidéo, alors je vous conseille d'aller faire un tour sur notre chaîne. Il y a d'excellents tutoriels de techniques qu'on enseigne à l'école. Donc, j'espère que ça va vous divertir et que ça va vous plaire. On lance le générique. Saviez-vous que l'opale au 18e siècle était à son apogée? C'était même l'une des pierres fines les plus populaires en Europe. Les gens l'aimaient parce qu'ils disaient qu'elle portait chance. Mais sa réputation en prend un coup en 1829. Sir Walter Scott publie un roman sous le nom de Anne of Geierstein. Selon l'histoire, le feu de son opale se serait éteint au contact de l'eau bénite. Incident qui provoqua malheureusement le décès de la protagoniste peu de temps après. On s'entend, c'était de la fiction. Malgré tout, 1 an après la publication du dit roman, les ventes d'opales avaient chuté de 50% en Europe. Preuve que les fake news faisaient déjà des ravages au Moyen Âge. Et par chance, la découverte de l'important gisement australien en 1850 a redoré le blason de cette pierre exceptionnelle qui a retrouvé depuis toutes ses lettres de noblesse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la prochaine histoire sur les réseaux sociaux il y a un peu plus de 2 ans, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre dans mon top 8 d'histoires cocasses. En août 2017, une Canadienne de 84 ans nommée Mary Grams a retrouvé son alliance de mariage 13 ans après l'avoir perdue. En 2004, Mary avait perdu le précieux bijou en désherbant son jardin. Elle a tout simplement acheté une bague à peu près identique, mais de valeur beaucoup moindre, afin de pouvoir cacher sa bévue à son mari. C'est la belle-fille de Mary, Colin Daly, 13 ans plus tard, qui a retrouvé la bague en allant cueillir des carottes pour le souper. Le légume avait poussé à l'intérieur de l'anneau, qui était resté en terre depuis 13 ans. Bon, OK, c'est à parier que si la bague avait été grosse de même, elle l'aurait probablement pas perdue. Cette histoire-là a néanmoins inspiré un homme de Terre-Neuve, Johnny Neville, qui, en 2019, a tenté de reproduire l'exploit, mais de façon calculée cette fois-là. Il a planté une graine de carotte à l'intérieur de l'anneau qu'il avait au préalablement enterré, en espérant que 3 mois plus tard, sa douce cueillerait le précieux légume. C'est un coup de dé, mais ça a marché. C'est le 22 septembre dernier que la belle DJ a cueilli la fameuse demande en mariage, à laquelle elle a évidemment dit oui. Elle a dit oui. La troisième histoire est arrivée, en fait, vraiment tout récemment, au moment où je faisais mes recherches pour cette vidéo-là. Le 24 avril dernier, Annika Parkinson-Do perd sa bague de mariage, une pièce quasi centenaire des années 30, héritée de la grand-mère du conjoint. Le problème, c'est qu'elle perd cette bague-là en mer, alors qu'elle faisait de la plongée au large de l'île Boyer, en Colombie-Britannique. C'est seulement une fois revenue sur le rivage qu'elle s'aperçoit de la disparition de la précieuse bague. C'est donc le lendemain matin que l'équipe, un peu perplexe, part plonger dans les eaux sombres de la Colombie-Britannique.
Au bout d'une heure, les plongeurs s'apprêtent à abandonner les recherches. Les eaux sont troubles. Impossible de trouver quoi que ce soit, surtout pas un petit objet aussi petit que ça. Mais c'est au moment où ils songent à s'arrêter qu'ils aperçoivent un bébé poulpe. Intrigués par l'animal, ils décident de le suivre jusqu'à sa tanière. Tanière à l'entrée de laquelle ils aperçoivent un objet brillant. Oh, vous l'aurez deviné, la bague venait d'être retrouvée. Semble-t-il que les poulpes ont tendance, un peu comme les corneilles et les corbeaux, de ramasser des objets divers qu'ils mettent à l'entrée de leur demeure. Morale de l'histoire, c'est que si vous perdez votre bague en mer, suivez donc le poulpe. Ou, encore plus simple, enlevez vos bijoux avant d'aller plonger. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que des histoires de bagues perdues et retrouvées, des fois qui tiennent du miracle, il y en a des tonnes. Encore tout récemment, il y a une femme de 63 ans qui a retrouvé une bague que son conjoint lui avait donnée 47 ans auparavant. Elle avait perdu la dite bague dans un magasin à rayon à Portland, sur le comptoir de la salle de bain. Elle n'avait jamais revu la bague jusqu'à tout récemment. Un homme de 38 ans l'a retrouvée en Finlande, à 5000 km de là, avec un détecteur de métal dans une forêt à 20 cm dans le sol. What? Là, je sais. Vous vous demandez, c'était-tu vraiment la même bague? Ils ont pu reconnaître la bague parce que c'était une bague de collège, là, vous savez, avec le nom du collège, l'année de graduation et les initiales de la personne. Ils ont fait des recherches. C'était la seule bague avec ces initiales-là de cette année-là qui avait été produite. Donc, c'était forcément la bague de la dame. Des bagues, entre autres, perdues dans les toilettes, retrouvées dans les canalisations, dans les fosses, dans les tuyaux, ça, il y en a plein. Des trucs, des fois, impossibles. Puis ce qui ressort de toutes ces histoires-là, c'est que les bagues, qu'elles soient retrouvées 1 an, 9 ans, 47 ans plus tard, peu importe l'environnement dans lequel elles sont retrouvées, elles sont toujours intactes. À part parfois des petits diamants qui ont sauté par-ci par-là, mais le métal est toujours beau. Un petit polissage, cling cling, merci, bonsoir. C'est la preuve que les métaux précieux sont peut-être chers, mais sont éternels. Lily Saint-Cyr, c'était une artiste burlesque qui a surtout été active dans les années 30 et 40. C'était une femme libre et quelque peu ratoureuse. Sur le pont d'un navire qui la conduisait en Angleterre pour aller épouser le coureur de moto grande vitesse Cordy Mine, elle fait la rencontre d'un homme dénommé Maxwell, de qui elle tombe amoureuse. Elle planifie donc d'épouser Cordy pour la forme, de revenir en Californie, de demander le divorce et de réépouser Maxwell. Par contre, de retour aux États-Unis, elle se rend compte qu'elle n'est plus tellement amoureuse de son Maxwell qui commence à se montrer un peu contrôlant. Elle se garde bien de lui dire parce que le fameux Maxwell lui propose de l'épouser en Angleterre, ce qui veut dire un autre voyage en première classe. Elle décide donc de rompre avec Maxwell à ce moment-là en lui remettant, façon Sarah Bernard, la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte. Ce que le pauvre Maxwell ne savait pas, c'est qu'en prévision de son geste, Lily avait fait retirer le diamant qu'elle gardait précieusement et l'avait fait remplacer par un zircon. Saviez-vous que l'or est utilisé principalement en joaillerie, mais qu'on le retrouve aussi dans plusieurs autres endroits, que ce soit naturellement ou pas? Tout d'abord, de façon naturelle, on retrouve l'or dans le corps humain. Deuxièmement, on retrouve de fines traces d'or dans les feuilles d'eucalyptus. Troisièmement, on retrouve de l'or dans le soleil. L'or 24 carats est également de plus en plus utilisé dans les produits de beauté. Crème, masque, gommage, enveloppement et j'en passe. L'or favoriserait la circulation sanguine, réduisant ainsi petites rougeurs, cernes et poches sous les yeux. Finalement, on retrouve également l'or de plus en plus dans nos assiettes. On le retrouve dans différents plats, dans le champagne, il faut compter environ 250 € la bouteille. Et d'ailleurs, le 18 février 2015, Fairmont, le Château Frontenac, avait un peu embarqué dans cette histoire-là en offrant
une poutine à 5 000 $ au menu. La dite poutine contenait entre autres du homard, des truffes et de l'or 24 carats. Évidemment, c'était une blague que le Château Frontenac a démenti dès le lendemain sur Twitter. Saviez-vous que le collier, qui est un bijou assez populaire, a été créé au départ dans le but d'attirer l'amour? Ce bijou porté stratégiquement près du cœur avait pour mission, il y a des centaines d'années, d'attirer l'attention des hommes. Une femme prête à trouver mari ne lésinait surtout pas à porter ses plus belles parures dans le but d'attirer les meilleures parties. Bon, cette tradition-là a changé, mais les couples s'offrent encore des colliers aujourd'hui, résidus impérissables de notre histoire. Henri III, roi de France de 1574 à 1589, était incontestablement un adepte des bijoux. Mais comble de ses excentricités, son bijou préféré était un large ruban qu'il portait autour du cou et auquel était accroché un large panier rempli de chiots. Ouais. Évidemment, ce bijou-là ne lui permettait pas de bouger à son aise, ce qui lui conférait parfois une allure un peu statique. En fait, il aimait l'esthétique de la parure, mais par-dessus tout, il aimait l'odeur des chiots, puis il aimait le sentiment de joie et de réconfort que ça lui procurait, ainsi qu'un grand sentiment de sécurité. À juste titre, parce que c'est aussi un de ces chiots, habituellement doux comme un agneau, qui s'est un jour attaqué à un visiteur du roi. Le chiot a été maîtrisé, mais malheureusement, quelques secondes plus tard, le visiteur du nom de Jacques Clément assassinait Henri III. Plusieurs connaissent probablement déjà cette dernière histoire. Légende ou histoire vraie, tous ne sont pas du même avis. Cléopâtre, reine d'Égypte, et sa fameuse cuvée à 5 millions de sesterces. Cette histoire-là serait partie d'un pari entre Cléopâtre et son amant Marc-Antoine. Marc-Antoine avait l'habitude d'organiser des banquets somptueux, extrêmement dispendieux. Il y avait du monde, il y avait de la bouffe. C'était le party. Cléopâtre recevait ses invités de son côté de façon un peu plus modeste, avec un peu moins d'opulence. Bon, Marc-Antoine lui ayant gentiment fait la remarque, Cléopâtre a pris le pari de le recevoir à souper au cours duquel elle engloutirait 5 millions de sesterces. Cléopâtre possédait des boucles d'oreilles ornées des plus belles perles qui soient, des perles énormes d'une valeur de 5 millions de sesterces chacune. J'ai essayé de trouver l'équivalent en argent d'aujourd'hui. J'ai pas réussi, mais on s'entend que les deux plus grosses perles au monde, ça devait quand même avoir une bonne valeur. Au cours du repas, Cléopâtre ne prit qu'un breuvage dans lequel elle fit dissoudre l'une de ses boucles d'oreilles, à 5 millions de sesterces. Le breuvage, c'était soit du vinaigre, soit du vin. Bon, selon les sources que j'ai trouvées, ça varie. Ça serait plus logique qu'elle boive du vin que du vinaigre, mais les perles peuvent se dissoudre dans le vinaigre. Par contre, ça prend plusieurs heures, c'est pas instantané. Donc, c'est là que la légende entre un peu en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, elle s'apprêtait à faire la même chose avec la deuxième boucle d'oreille jusqu'à ce que son homme de main l'arrête et la déclare grande gagnante du pari. Il semblerait que la perle sauvée aurait été coupée en deux et offerte dans le but d'orner la statue de la Vénus du Panthéon. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si ça vous tente de venir étudier en joaillerie, le plus beau métier du monde, je vous mets toute l'information en barre d'infos. Bonne fin de confinement à tout le monde. Merci à ceux qui travaillent dans les services essentiels. Vous êtes précieux pour nous. Prenez soin de votre santé. On vous veut en forme pour la réouverture de l'école en août. D'ici là, si vous avez des questions, écrivez-nous par courriel et n'oubliez surtout pas de prier. Ciao!
Eh, Geierstein. Anne of Geer... Anne... On lâche pas.